Alors, étant moi-même un modeste enseignant, j'ai mesuré combien l'expérience du direct en télévision et en radio m'avait été utile pendant le Covid. Se muer en acteur, quelque part, devant une caméra, c'était pas évident lorsque la salle de classe était remplacée par un objectif froid de caméra. Alors, au-delà de cette anecdote sur la posture, on peut s'interroger sur un nécessaire changement de paradigme en termes de pédagogie. Alors, comment réparer, comment renouveler, réactualiser les modes éducatifs, transmission des savoirs avec moins de verticalité, plus de collaboration. Je vais vous demander d'accueillir Loïc Roche. Il est directeur académique du groupe IGS. Il nous rejoint. Merci Loïc. Vous pouvez l'applaudir. Loïc, je vais te laisser un micro pour intervenir. Viens sur le devant de la scène. C'est vrai que les enjeux d'enseignement, les sujets de transmission t'ont toujours passionné. Ils font aussi la une des médias. Certains vont même jusqu'à dire qu'il faudrait réparer l'enseignement. Oui, mais comment transmettre, je le disais tout à l'heure, différemment, autrement? Alors au-delà du savoir, du faire savoir, y a-t-il d'autres modes de transmission, d'autres façons d'être passeur de savoir? Alors qui mieux que le directeur académique, ancien patron de Grenoble École de Management, pour décrypter ces questions, nous aider à ouvrir les horizons, le champ des possibles, j'en parlais tout à l'heure. Il faut dire que quand on s'appelle Loïc Roche, on y voit forcément plus clair. Voilà. Je vous laisse avec lui. Merci. Depuis le début de ce colloque, effectivement, en filigrane, il y a un certain nombre d'idées. Il y a l'éducation qui est revenue plusieurs fois. Il y a aussi cette idée du temps court, de l'immédiateté, et puis d'un temps un petit peu plus long. Et la première chose, lorsqu'on pourrait croiser le thème de la réparation avec finalement le thème de l'enseignement, c'est de se dire s'il faut réparer, qu'est-ce qu'il faut réparer? Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. La façon du Premier ministre qui a exécuté hier, on peut dire, l'éducation, où pour lui, effectivement, si ce n'est pas un champ de ruines, c'était quelque chose qui y ressemblait. Pour autant, c'est certain que parfois, il faut faire la fonction on, et est-ce qu'elle fonctionne encore pour l'enseignement lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on pourrait presque dire qu'il n'y a plus beaucoup de sécurité sur le chemin des apprentissages. Je ne parle pas seulement du harcèlement, mais je parle également dans le supérieur de ces personnes qui sont en situation de précarité. Et donc, pour suivre ces études, lorsqu'on ne sait pas trop ce qu'on va manger ce soir, lorsqu'on ne sait pas trop où on va dormir, nécessairement, ce ne sont pas les choses les plus faciles. Ça, c'est du côté, on va dire, des étudiants, des élèves. Et puis, à l'autre côté, ce sont les enseignants, ce sont les formateurs, ce sont les professeurs. Dans le supérieur aujourd'hui, dès lors qu'on sort, on va dire, des enseignements qui ne se discutent pas trop, il n'est pas un enseignant, un professeur qui ne s'auto-censure pas lorsqu'il fait des cours, dans les exemples qu'il peut prendre. Aujourd'hui, dans les salles de classe, et quand je dis aujourd'hui, ça remonte à quelques années, ce n'est pas seulement les faits d'il y a quelques semaines ou quelques mois, les conflits géopolitiques, le fait religieux s'invitent dans la salle de classe. Mais mon propos ne va pas porter sur, effectivement, ce que j'ai appelé la sécurité sur le chemin des apprentissages. Il ne va pas seulement porter sur d'autres qui pourraient dire, effectivement, manque de moyens. Là où je voudrais vous amener, c'est à quoi ça sert, finalement, l'enseignement. Alors, naturellement, à délivrer des compétences, naturellement, et c'est un basique, un petit peu comme en économie, si la situation financière d'une entreprise n'est pas suffisamment saine, on ne pourra pas faire grand-chose. Et naturellement, il faut travailler sur les compétences. Mais si nous ne faisions, aujourd'hui, que travailler sur l'employabilité des jeunes, alors on ferait certainement quelque chose de tout à fait utile, mais on passerait à côté de l'essentiel. Alors quel est cet essentiel? L'essentiel, c'est de dépasser, où aujourd'hui souvent on peut dire, tiens, notre objectif, c'est de former des citoyens éclairés. Non, c'est plus suffisant. Notre objectif, si on reprenait cette phrase-là, c'est de former des citoyens certes éclairés, mais qui sont suffisamment éclairés pour être demain dans les entreprises, dans les organisations, être en possibilité à leur tour d'éclairer les autres. Et c'est toute la vision du groupe IGS. Former des acteurs de la métamorphose du monde. C'est-à-dire des personnes qui demain seront en possibilité d'être des acteurs du changement positif ou de l'accompagner. Ça veut dire quoi?
On a parlé de croissance durable, je préfère le mot de croissance soutenable. On a parlé de la capacité effectivement à travailler en équipe, mais pour de vrai, où l'intérêt général finalement va l'emporter parfois sur mes propres intérêts propres. Ça veut pas dire, c'est pas évident ça. C'est-à-dire que parfois même, il faut s'interdire d'être aussi grand qu'on pourrait l'être parce que peut-être que c'est plus intéressant pour l'intérêt général que d'autres grandissent. La difficulté qu'on a, c'est que ça fait à peu près 25 ans que les grandes écoles, que les universités se sont emparées de ce qu'on appelle les valeurs pour justement faire en sorte que demain, peut-être, les générations qui viennent soient un petit peu meilleures que les générations qui les ont précédées. Depuis exactement 2001, c'est le scandale Enron. À la tête d'Enron, une personne qui sort d'Harvard, qui va faire tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est à la tête d'une entreprise. Et évidemment, les journalistes vont tomber dessus, et partant sur les sciences de gestion, et partant des États-Unis sur le monde. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des cours d'éthique à minima des affaires? Stimulus-réponse, il y aurait eu des cours d'éthique des affaires, cela n'aurait rien changé, il aurait eu 20 sur 20, il aurait performé, il aurait eu A+, en l'occurrence, puisque c'était le système de notation à ce moment-là dans cette business school. Rien ne passe par le sujet, verbe, complément. C'est ça l'enseignement aujourd'hui. Comprendre qu'il faut expérimenter les choses, il faut éprouver les choses. Ça a été dit hier, sur la question même des odeurs. C'est très différent, effectivement, de sentir que de nous raconter ce que l'on sent, que l'on pourrait sentir. Cela fait 25 ans que l'on échoue. Sur des données évidemment marquées, j'ai parlé du harcèlement, je pourrais parler de la violence, je pourrais parler du racisme, du plus bas étage que l'on trouve chez les jeunes aujourd'hui. Est-ce que les générations formées depuis 25 ans sont meilleures que les générations précédentes? Sur ces critères-là, pas nécessairement. Et si je tire le fil jusqu'au bout, on pourrait presque dire que, finalement, chaque génération formée est toujours peu ou prou le reflet de la génération précédente. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à faire pour de vrai que la génération qui vient, elle, soit un petit peu différente des générations qui les ont précédées. Les ailes de géant, c'est évidemment le rapport au poème de Baudelaire. C'est-à-dire qu'il nous faudrait faire en sorte que ces jeunes puissent s'exprimer. Et non pas que, sans doute, pas de façon consciente, on s'en amuse comme les hommes d'équipage, effectivement, à voir effectivement ces personnes, ces albatros en l'occurrence, et les ailes de géant les empêchent de marcher lorsqu'ils sont à terre. Il faut donc leur redonner ce capital, véritablement, de liberté. Les valeurs, comment s'enseignent-elles? Eh bien, ce n'est pas dans la salle de classe. Ou en tout cas, pas seulement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça ne passe pas sur le sujet verbe complément, c'est qu'on n'est pas réceptif à ça. On va être réceptif. Hier, on a utilisé le terme d'exemplarité. Peut-être qu'il est un petit peu fort. Nous sommes humains, trop humains, comme a pu dire un philosophe célèbre. Mais déjà de capacité de faire exemple. Mais pas seulement l'enseignant, le formateur dans la salle de classe. Il suffit simplement que dans l'organisation, je prends une hypothèse, il faut travailler en groupe, c'est très important. Mais que dès que je suis reparti, je suis dans la capacité, moi, à travailler véritablement en groupe avec mes collègues, alors ce que entend l'apprenant, même s'il n'est pas présentement physiquement présent, eh bien, c'est que ça ne fonctionne pas. Et tant que dans les organisations, dans les groupes d'école, dans les universités, je pourrais parler de certaines entreprises, effectivement, il n'y aura pas effectivement cet alignement entre ce que nous faisons, ce que nous disons, mais plus important, entre aussi ce que nous sommes, alors cela ne marchera pas. Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, c'est bien. Il faut aller plus loin. Il faut être ce qu'on fait. Il faut être véritablement ce qu'on dit. Quelle est l'ambition, finalement, d'un enseignement? L'ambition, c'est effectivement de libérer, comme j'ai dit, effectivement, cette capacité demain pour ces jeunes, c'est ce que disait très bien Michel Serres, de nous désobéir à un moment donné, puisque ça sera à eux d'inventer le monde de demain. Et donc, pour ce faire, certes, il va nous falloir réparer un certain nombre de choses, mais la première chose qu'il nous faudra réparer presque, c'est nous-mêmes. Et pour revenir au changement,
faire aussi, j'allais presque dire, vœu de modestie. Il faut être humble. Ce n'est pas vrai qu'on puisse nécessairement aussi changer. Si, par exemple, j'ai des valeurs qui ne sont pas forcément tout à fait conformes avec les plus belles valeurs, j'ai pris le racisme tout à l'heure. Si je suis un profond raciste dans mon cœur, ça va être très difficile pour moi de changer. Par contre, si je fais un travail sur moi, d'où l'intérêt de pédagogiser toutes les expériences qui se font en dehors de la salle de classe pour comprendre ce qui s'est passé avec eux, et mieux comprendre peut-être d'où s'origine cette agressivité que je peux avoir par rapport à l'autre, alors peut-être que je vais pouvoir me protéger moi et protéger l'autre en quelque sorte de moi-même. Et la notion de savoir-être, elle est plutôt bien vue. Il ne s'agit pas d'être, il s'agit de savoir-être. Vous connaissez la phrase de Camus, nous sommes à la réception, lorsqu'il reçoit son prix Nobel de littérature, nous sommes en 1957. Et il dit cette très belle phrase, « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à faire que le monde ne se défasse pas. Nous, notre fonction, c'est bien cela quelque part. Pour donner effectivement la chance aux autres d'en faire quelque chose. Je ne sais pas si on peut parler de réparation pour l'enseignement, pour l'éducation, qui au-delà de tout ce que j'ai dit, il y a quand même des choses qui fonctionnent très très bien. Attention. Mais je vais prendre le joli mot de Claire Marin qui parle de réconciliation. Et sans doute, quelque part, il faut nous réconcilier avec notre métier, avec les jeunes, quand on sait que jamais les jeunes n'ont eu autant besoin que de mobiliser de la confiance, de mobiliser de l'espoir. Mais la confiance, ce n'est pas seulement la confiance en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, cette histoire-là. La confiance en soi, elle s'origine d'une chose, la capacité que j'ai à faire confiance dans l'autre. Si je suis capable, pour les jeunes, qu'ils aient confiance en moi, parce que je suis capable de cette forme d'autorité au sens le plus haut, encore une fois, de Michel Serres, d'autorité, celui qui fait grandir, c'est-à-dire celui qui apporte quelque chose, alors effectivement, un dialogue peut s'engager et on peut commencer à travailler ensemble. Mais à un moment donné, en bout de chaîne, pour effectivement donner la chance à ce qu'ils deviennent ces beaux albatros, comprendre que le but de l'enseignement, c'est la cessation de l'enseignement. J'ai parlé de Camus, c'était son père, dont on savait qu'il disait qu'un homme, mais c'est vrai pour l'enseignant, c'est vrai pour le manager, c'est vrai pour le parent. Ce sont les vrais métiers, ce sont les mêmes métiers. À un moment donné, on doit savoir s'empêcher. Et toute la gratitude que j'ai par rapport à ce colloque DPA, au groupe IGS, c'est que c'est peut-être parce que tous ensemble, on pense le présent, on pense le futur, que demain, justement parce qu'on pense ce futur, on n'aura pas à le penser, c'est-à-dire à le réparer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Loïc. Merci infiniment. Tu restes avec nous sur cette scène. Tu évoquais ce colloque DPA et le groupe IGS. C'est vrai qu'il a ceci d'unique, qu'il adresse les sujets que tu as évoqués pour tous les profils, toutes les tranches d'âge, toutes les tranches de vie, du plus petit au plus avancé, de l'enseignement supérieur à l'apprentissage de la plus tendre enfance, hein, en tant que directeur d'académie, tu le sais. L'Institut Maria Montessori en est l'exemple. Hein. Tu as choisi d'inviter sa directrice, Loïc, Sophie Rouillot. Elle est à la fois généraliste et spécialiste de l'accompagnement du changement. Elle a passé 17 ans dans l'agroalimentaire, en exerçant divers métiers, depuis les achats de matières premières à l'organisation, les RH et même l'analyse sensorielle du goût, m'a-t-elle dit. Et donc nul doute qu'elle ne saura nous guider pour savoir ce qu'il est bon de donner aux enfants pour bien nourrir leur cerveau. Vous l'applaudissez? Sophie nous rejoint aux côtés de Loïc. Merci beaucoup. Merci Loïc. Merci Sophie. Alors, on a parlé de beaucoup de choses depuis le début du colloque, et je pense que ce qui m'a le plus marqué dans cette notion de réparation, c'est quelque part comment est-ce qu'on peut positionner la pédagogie Montessori justement pour éviter cette réparation.
Alors quand on parle de pédagogie Montessori, j'ai envie de rappeler qu'un principe de base de la pédagogie Montessori, c'est de considérer qu'en fait l'enfant est le moteur de son apprentissage. C'est-à-dire que l'enfant a une capacité innée à apprendre. Et le rôle de l'adulte, c'est alors pas de déverser un savoir, mais c'est vraiment d'aménager un environnement qui va permettre à l'enfant d'exprimer les compétences intrinsèques qu'il peut avoir. Alors j'aime bien prendre en général l'exemple du bébé de 18 mois. Quand vous voyez un bébé de 18 mois qui commence à parler, en fait ce bébé de 18 mois, eh bien, c'est le résultat des mois de vie antérieurs pendant lesquels il a absorbé l'environnement dans lequel il était plongé. Et puis d'un coup, autour de 18 mois, il se met à avoir une production langagière construite parce qu'il a pu, d'une manière innée, absorber ce que l'environnement mettait à disposition. Alors on peut faire ce parallèle pour toutes les tranches d'âge, des différents plans de développement, des différentes tranches de vie, de l'enfant jusqu'au jeune adulte. Et à chaque étape, on va être dans la même logique de dire observons la caractéristique psychologique de cet être humain, observons cet être humain-là, sa singularité, et en fonction de cette observation, apportons ce qui est nécessaire pour le développement de cet enfant. Alors, pour vous parler plus concrètement, quand on prend par exemple l'enfant du premier plan de développement, donc l'enfant entre 0 et 6 ans, vous avez un enfant qui a besoin d'être dans le mouvement. Vous avez un enfant qui a besoin d'explorer. Tu parlais, Loïc, de l'exploration et du sensoriel. On a un enfant qui est un explorateur sensoriel. On a un enfant qui a besoin de toucher à tout. Vous voyez ces enfants qui veulent toucher tout dans tous les sens. Dans une ambiance Montessori, pour correspondre à ces caractéristiques intrinsèques de l'enfant, du mouvement, de la nécessité de toucher, de cet esprit absorbant qui absorbe tout ce qu'il y a autour de lui, on va préparer un environnement avec un certain nombre d'activités vers lesquelles l'enfant va pouvoir se diriger. Et donc l'enfant va se diriger vers une activité qui correspond à son appétence du moment, va par exemple aller vers un matériel de mathématiques parce que ça fait sens pour lui à cet instant-là. Et alors la position de l'adulte va être de se positionner à côté de l'enfant et d'être le guide de cet enfant pour lui présenter le matériel vers lequel l'enfant s'est dirigé. Et là, vous voyez bien que la posture est complètement inversée, la posture de l'adulte. Tu parlais d'humilité. On est dans cette humilité-là, puisqu'en fait, on va suivre quelque part l'enfant vers une impulsion que lui nous donne pour rentrer, s'engouffrer dans son appétence et lui proposer quelque chose. Et vous êtes vraiment dans un système inversé. C'est l'enfant qui nous guide et nous répondons à son besoin pour vraiment stimuler ensuite son intellect et être capable de lui donner tout ce qui va pouvoir le nourrir. On n'est pas dans une posture omnisciente de l'adulte qui va déverser un savoir. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de frein d'apprentissage en fait en école Montessori, parce qu'on suit ces appétences-là. Alors évidemment, l'adulte, il est aussi là pour guider. Si vous avez un enfant qui va faire des mathématiques pendant 9 mois, on va aussi le guider vers le langage pour être sûr qu'il y ait un développement harmonieux, bien sûr. Donc c'est tout cet équilibre-là. Alors autre chose qui est vraiment important, c'est que vous voyez que l'enfant, très petit, puisque là on parle des 0 à 6 ans, on leur propose d'aller chercher une activité. Et on leur propose ce qu'on appelle un choix libre. Qu'est-ce qui s'exerce là ? On a beaucoup parlé de soft skills. Quand on propose un choix libre, on exerce justement au bout des 6 premières années le libre choix. Et le libre choix, c'est quoi ? C'est le démarrage de la volonté propre de l'individu. Et j'avais envie de faire un parallèle avec la présentation qui a été faite hier de Lotfi, d'Emmaüs, où il parlait de ses instituts de beauté. Et en fait, il était émerveillé de voir à quel point le fait de donner le choix aux personnes qui étaient là chez Emmaüs, la possibilité de choisir un produit sur une étagère. Et ben l'enfant, quand il choisit son activité, vous le mettez dans la possibilité de choisir pour lui-même, par lui-même, et de développer sa volonté, et de développer les prémices de sa liberté. Et c'est ça qui est vraiment important et que nous allons chercher dans nos écoles Montessori. J'avais envie de vous donner un deuxième exemple qui est l'exemple du deuxième plan de développement. Donc là, on change d'enfant. C'est un renouveau, c'est une renaissance d'un autre enfant, l'enfant de 6 à 12 ans. Cet enfant-là a des caractéristiques psychologiques différentes. Donc voilà, à nouveau, on part des caractéristiques principales et ensuite on va observer l'enfant de ce plan de développement. Et là, on a un enfant qui commence à acquérir des compétences psychosociales, qui commence à rentrer dans qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, qui commence à se détacher de ses parents pour aller plutôt dans un environnement social, qui s'intéresse à ses copains. Et vous l'avez tous vécu, vous avez vu ces enfants qui rentrent en élémentaire et qui rentrent en classe sans même se retourner en regardant leurs parents.
Ces enfants-là, ils ont besoin d'être nourris sur le côté vraiment social. Et donc, alors que dans la maison des enfants, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, c'était l'adulte quand même qui donnait quelques règles de fonctionnement, en élémentaire, dans les écoles Montessori, les règles de vie sont déterminées par la communauté d'enfants. Et ça, c'est un sacré apprentissage aussi d'un point de vue de notre positionnement de citoyen. Les enfants vont définir leurs responsabilités. Vous avez des temps de responsabilité dans la classe où chaque enfant décide de quelle va être sa responsabilité pour le groupe. Donc, par exemple, je vais, moi, mettre la table pour l'ensemble de ma classe. Moi, je vais m'occuper de ranger les étagères. Moi, je vais m'occuper de faire le service à table. Et c'est une organisation qui se met en place. Et là, le rôle de l'adulte, à nouveau de l'éducateur, est vraiment de se mettre en retrait, d'observer et juste d'amener des petites touches pour aider à réguler cette communauté d'enfants. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que très jeune, puisque là, on parle des 3 à 6 ans, pour ce deuxième plan de développement, on va beaucoup travailler sur le mode projet. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des enfants qui ont besoin, à ce stade de développement, de travailler ensemble. Je vous ai parlé des compétences psychosociales. Ils sont vraiment dans un instinct grégaire. Donc décider en élémentaire de séparer des enfants dans la dynamique d'apprentissage est une aberration. La notion de ne pas copier est une aberration par rapport à la psychologie même de cet enfant de cet âge-là. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons donc au contraire nous appuyer sur leurs compétences intrinsèques, sur leurs caractéristiques innées, pour avoir un environnement qui correspond à leurs besoins. Donc typiquement, les travaux, les présentations vont se faire en groupe. Donc ils vont avoir la possibilité d'échanger, la possibilité de débattre, la possibilité de mener des modes projets. Et un des modes projets que j'aime beaucoup partager, c'est ce que nous appelons les petites sorties. Alors qu'est-ce que c'est qu'une petite sortie ? Dans l'environnement de l'élémentaire, on a effectivement la classe. Et là, les enfants peuvent aller voir des activités, aller explorer les activités comme les plus jeunes. Mais vous avez aussi un autre environnement qui est l'environnement extérieur. Et l'environnement extérieur, c'est les enfants qui vont se l'approprier. Quand ils sont arrivés à la limite de l'environnement intérieur, par exemple quand ils ont parcouru tous les livres sur la préhistoire, sur l'histoire, ils viennent voir les éducateurs et demandent « ben voilà, j'aimerais bien explorer à l'extérieur ». Et là, de la même manière, observons l'enfant, regardons sa singularité. Et dans une discussion entre l'éducateur et l'enfant, on va s'apercevoir qu'en fait, on va avoir 3, 4 enfants qui vont être intéressés pour aller explorer au-delà. Qu'est-ce qui se passe dans le musée de la préhistoire ? Et là, va se mettre en place un projet de A à Z. Donc on a un groupe de 3 enfants, rappelez-vous, ils ont entre 6 et 12 ans, qui vont monter un projet. Et là, les enfants vont décider de regarder comment est-ce qu'on fait pour aller dans ce musée qui se trouve à Saint-Germain, le musée de la préhistoire. Quel type de transport allons-nous prendre ? Est-ce que nous allons prendre le métro ? Est-ce que nous allons prendre le bus ? Nous allons appeler le musée les enfants vont appeler le musée pour savoir quel est le prix de l'entrée. Et ils vont rédiger une lettre à la direction de l'école pour demander, voilà, j'ai envie de faire cette petite sortie, voilà comment ça va se passer, voilà mes objectifs, voilà ce que je veux ramener pour moi et voilà ce que je veux ramener pour le groupe en termes de connaissances. Et là, les enfants vont partir avec pas du tout un adulte qui va à nouveau être là comme le maître, mais avec un adulte qui va être en protection simplement et qui va laisser faire les enfants, suivre les enfants, c'est ce qu'on appelle un chaperon, pour juste être là au cas où il y ait quelque chose qui dérive, on va dire. Mais autrement, les enfants de A à Z vont faire leur sortie, vont aller dans le musée, vont absorber toute la culture du musée. Et ça peut être, on a parlé de l'industrie, on a aussi des passionnés de la torréfaction de café. Bon, voilà, ils ont été chercher tout ce qu'ils pouvaient trouver sur la torréfaction de café, par exemple. Donc on a toutes leurs appétences. Ils vont monter des petites sorties vraiment et les traiter en mode projet, en autonomie, en groupe, comme une micro-société. Dans cette micro-société qui est en train de se créer, encore une fois, je tiens vraiment à préciser que vous voyez à quel point c'est quelque chose qu'on peut faire très jeune. Et ces compétences interpersonnelles, ces soft skills, elles peuvent s'apprendre très très tôt. Parce que l'enfant a cette capacité-là, vraiment de développer cette capacité d'écoute, d'empathie, d'entraide vis-à-vis de l'autre. Il y a un moment qui est très touchant dans les classes élémentaires, qui est le moment du conseil des enfants. Le conseil des enfants, il a lieu une fois par semaine. Une fois par semaine, les enfants s'assoient et les éducateurs, les éducatrices s'assoient également. Ils font partie du groupe. Et là, on a un président du conseil ou une présidente du conseil. On a un scribe, on a un gardien du temps. Et le président du conseil a la responsabilité, ou la présidente du conseil, d'aller chercher toutes les problématiques auprès des enfants de la classe. Et donc les problématiques peuvent être très sommaires, comme par exemple, j'en ai marre que les crayons de la classe soient tous mâchés des deux côtés. Mais ça peut être aussi
je suis extrêmement triste et j'ai été très atteinte parce que je n'arrive toujours pas à lire. Et j'ai plusieurs enfants qui se moquent de moi. À ce moment-là, la problématique est portée au conseil, par le président du conseil, et c'est porté vraiment dans un collectif pour que, collectivement, une solution émerge du groupe d'enfants. Donc toute problématique d'un individu va être traitée collectivement pour sortir avec une solution qui va être une bonne solution, une solution acceptable pour l'enfant qui a porté sa problématique et une solution qui soit acceptable pour le groupe. Donc vous voyez que là, on est vraiment dans une régulation sociale. On est vraiment dans quelque chose d'une société qui se construit dans les prémices du monde de demain, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la liberté, dans, j'ai envie de dire, dans parfois la désobéissance. Mais c'est aussi parce qu'on construit ces êtres humains. Et je pense que la philosophie première de Montessori, c'est pas de rentrer par les apprentissages. C'est justement de rentrer par la construction de l'être. Et à partir du moment où vous allez construire l'être intrinsèque, à chaque plan de développement, les apprentissages vont en découler. Et je pense que c'est ça vraiment qui est important. Donc j'ose espérer qu'on a besoin de moins de réparation quand on travaille en Montessori. Maintenant, on accueille aussi des enfants. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On accueille aussi des enfants qui ont vécu des traumas et qu'on n'accueille pas forcément au tout début. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est capable d'appliquer les mêmes principes pédagogiques. Les mêmes principes pédagogiques, c'est-à-dire... Merci. Donc le même principe, souvenez-vous, c'est observer déjà l'enfant, ou même l'être humain, parce qu'on a exactement la même chose au niveau des adultes, et c'était très intéressant, encore une fois, la présentation hier de l'autre fille d'Emmaüs. On va observer l'enfant en particulier, ou alors on va observer l'adulte qui est là, qui arrive, on va prendre en compte son histoire. Et comment est-ce qu'on va faire pour quelque part réparer en fait cet être humain ? Et bien cette réparation, elle va se faire justement en considérant sa singularité. Vous comprenez bien que chaque individu a une particularité. L'autre fille parlait de son talent. On va aller chercher quel est le talent particulier de cet enfant, quel est le talent particulier de cet adulte qui a été abîmé. Et en fait, en fonction de ce talent particulier, de cette appétence particulière que l'enfant ou que l'adulte a pour un domaine particulier, on va le mettre en activité. Parce que c'est parce qu'il va y avoir une possibilité d'être en activité, de rentrer dans le travail au sens premier ou au sens psychologique du terme, dans une activité qui plaît à la personne, que la personne va se sentir à nouveau contribuer à un groupe et contribuer à une société. Et en fait, on a la même chose aussi, je vais terminer là-dessus, si on prend donc aussi les personnes âgées, parce qu'on intervient beaucoup en Montessori sur les personnes âgées, et on a tendance à voir les personnes âgées comme des personnes qui sont en fin de vie, qui n'ont plus rien à apporter. Et en fait, si on change un tout petit peu le prisme, et qu'au lieu de voir les incompétences des personnes âgées, on se focalisait sur voir toutes les compétences qu'elles ont encore. Et de la même manière que je voulais expliquer pour les enfants, eh bien, on va aller prendre tout ce qu'elles savent encore faire. Et là, on va rentrer dans leur donner un rôle. Leur donner, en fait, un rôle dans une micro-société. Quand vous allez dans un EHPAD, et tous les travaux qu'on a pu faire dans les EHPAD, et de se dire, OK, en fait, chaque être humain de cet EHPAD va avoir une mission. Il va y avoir celui qui va arroser les plantes et qui va permettre de lui se sentir utile, mais d'avoir aussi une production collective et quelque chose d'utile pour le groupe. On va avoir celui qui va distribuer le courrier. Et là, on va avoir quelque chose d'une société à nouveau, de l'entraide, de l'écoute et de la dynamique positive qui se met en marche. On va avoir celui qui va s'occuper de distribuer les petits pains au petit déjeuner. Voilà, autant d'exemples que je pourrais vous citer pour vous dire comment est-ce que par l'activité et par la contribution sociale et par la contribution à un collectif, on arrive au final à faire une société harmonieuse. Et au final, Montessori partait du principe que si on adresse les singularités de chaque individu, si chaque individu arrive à trouver sa place, si chaque individu arrive à développer sa puissance, alors on aura un monde harmonieux parce que chaque être humain a sa place dans sa puissance et on arrive justement à un monde harmonieux, un monde de paix. Voilà. Merci Sophie, merci beaucoup pour ce message. Merci à Loïc également.